ne prévient pas, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est traîné de rive en rive, la gueule en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là où ça vous ensommeille, au creux des reins. Et je voulais me lever pour aller manger, et patatrac, par terre. Parce que c'est ma maladie qui commence à m'attaquer. Quand je suis rentrée à l'hôpital, les yeux fermés, plus parler ni rien dire. J'étais rentrée dans la panique totale. En plus, le cancer, c'était pas un cancer, c'était un début de leucémie. Ça m'attaquait le cerveau aussi. Je pouvais plus connecter le cerveau à cause de ma maladie que j'ai eue. Tout le monde s'est senti concerné. Tout le monde à sa mesure, que ce soit dans le pôle animation, dans les personnes qui sont en charge de l'accompagnement, du repas, etc. Tout le monde à sa mesure a fait le maximum de ce qui lui était possible pour essayer d'embellir, d'améliorer, d'ajuster et de contribuer justement à l'accompagnement, aux soins des deux personnes concernées. Donc je trouvais ça assez touchant, en fait, que chacun à sa mesure puisse faire ce qu'il peut pour améliorer la situation. De près, de loin, le cancer nous concerne tous. Caractérisé par une prolifération excessive de cellules devenues anormales, il affecte les corps et bouleverse l'équilibre psychologique des patients et de leur entourage. Sidération, déni, anxiété, chacun réagit à sa manière à l'annonce de la maladie. Quand le patient est déjà atteint d'un trouble psychique, la gestion de cette épreuve a ses spécificités. Chaque cas est différent et riche d'enseignements sur notre capacité de résilience face à la maladie. Pour prévenir comme pour guérir, la qualité des liens tissés semble être notre atout le plus efficace pour traverser ce chemin si redouté. Ça fait partie des maladies que tout un chacun redoute, on va dire, et ça fait partie aussi des maladies qu'en général, tout le monde soit a été confronté lui-même ou dans un entourage proche, amical, familial, a été concerné. Donc du coup, c'est quelque chose qui vient nous parler, enfin, on est au cœur de l'humanité. Au-delà du handicap psychique, on est sur quelque chose qui nous concerne tous en tant qu'humains. À part entière. Et je pense que c'est ce qui fait que dans ces moments-là, les relations sont aussi particulières et il y a une espèce d'intensité particulière dans ce type d'accompagnement, dans ce type de période à traverser, à accompagner avec les personnes. Pour comprendre nos réactions face à la plus courante des maladies graves, l'étude des personnes atteintes de troubles psychiatriques est riche d'enseignements. Souvent liée à des pratiques extrêmes, l'incidence du cancer est plus grande chez les personnes souffrant déjà de maladies psychiatriques. Les addictions diverses, tabac, alcool, drogue, sucre, sont un terrain favorable au développement du cancer. Pour augmenter les chances de guérison, la rapidité du diagnostic est fondamentale. Plus il est tardif, plus il sera difficile de traiter la maladie. Cependant, il peut exister un déni à plusieurs niveaux. Malade, proche, corps médical, rendant plus tardif le diagnostic et ainsi moins efficace la prévention. Pas mal de temps, voire quelques semaines après, elle était même revenue ici sur le foyer. Je me souviens, quelqu'un avait fait la réflexion en disant tu as ton rendez-vous, mais tu sais, c'est par rapport à ton cancer. Et elle s'était étonnée, elle disait mon cancer, qu'est-ce que tu me dis? Mais j'ai pas de cancer. Heureusement que j'ai pas de cancer. Et je me souviens, elle disait, tu te rends compte, si j'avais un cancer, ce serait grave. Peut-être que j'ai pas au départ mesuré, ou même l'ensemble de l'équipe, l'ampleur du diagnostic. Et après, en même temps, ça fait peur quand on connaît pas le cancer. Voilà, on s'en fait toute une représentation. Plus, la tolérance des proches et des accompagnants face aux pratiques addictives sont souvent un frein à la prévention du cancer. Aux sources de NERAC, centre d'accueil de travailleurs souffrant de troubles psychiatriques, l'addiction n'est pas un tabou. Je restais chez moi, je fumais devant la télé, je jouais à la console, je fumais le cannabis. Moi, c'est pour m'aider à me poser, quoi. Je joue beaucoup aux jeux vidéo. Après, j'ai fumé du tabac. Ouais, il faut trouver un truc pour s'occuper parce que sinon, tu passes ta vie à faire ça et du coup, c'est pas bien. Il faut arriver à se débloquer, à se dire stop, là, on arrête, parce que sinon, on casse tout aussi. On laisse passer parce que quand on discute avec eux, ils n'ont pas grand-chose. Vu qu'ils ont les AT, c'est leur seul point de repère. Comme on l'a très bien dit, ils n'ont pas beaucoup de famille ou très peu, donc c'est le seul lien qu'ils ont.
Et quand on découvre vraiment, quand on creuse la question, à part le travail et rentrer chez eux, l'addiction fait partie de ce qui les construit, de ce qui les fait avancer. Et finalement, si on leur enlève, c'est un peu leur enlever la nourriture, la boisson, enfin, je veux dire, dormir, boire et manger, c'est un peu les conditions pour survivre. Et je pense qu'au niveau des encadrants, il y a aussi cette frontière où on leur enlève pas ce qui leur appartient, malgré que ça les détruise et que ça leur fasse du mal. Il ne faut pas les juger, il ne faut pas leur dire tu fumes, c'est pas bien, ou tu bois, c'est pas bien. Il faut peut-être faire venir des intervenants extérieurs, parce que des fois les gens extérieurs voilà, sont mieux perçus que les accompagnants, pour qu'ils connaissent au moins les risques, parce que je ne suis pas sûre qu'au foyer, tout le monde connaît les risques en fait, de la cigarette et de l'alcool. Pour les proches comme pour les accompagnants, les pratiques addictives peuvent être vues comme une aide difficilement négociable. Pourtant, si le problème est bien connu, les diagnostics sont malgré tout souvent tardifs. Le rapport au corps et au phénomène de somatisation pouvant être spécifique, il est très difficile de déceler ce qui relève du médical ou d'une demande affective somatisée. Nathalie habite au foyer La Passerelle. Il y a 2 ans, elle a vaincu une leucémie qui a pourtant été décelée très tardivement. Nathalie qui a été diagnostiquée très tard, effectivement, parce que voilà, des petites plaintes, et jusqu'au jour où surgit effectivement le symptôme ultime, voilà, c'est diagnostiqué. Nathalie, à chaque fois que je l'emmenais faire une activité sportive, tennis de table, à chaque fois, il y avait une plainte somatique. On l'avait même emmenée aux urgences à s'insérer une fois, qui pour effectivement être tranquille avec cette patiente avait diagnostiqué effectivement une entorse à la cheville, alors qu'il n'y avait pas d'entorse à la cheville. Bon voilà, c'est ce genre de situation auquel on est amené aussi. Ouais. Ça aussi c'est une particularité qui fait que parfois effectivement il y a des plaintes qui sont exprimées et qui ne sont pas toujours vérifiées, en tout cas avec les moyens actuels qu'on a. Oui, on peut peut-être penser que effectivement ce mélange de troubles, ce rapport de rapport au corps, de rapport à la douleur, de rapport de façon générale peut venir un petit peu brouiller les pistes et faire que parfois, en tout cas, des symptômes peuvent ou passer à la trappe ou au contraire, des symptômes peuvent être exprimés, mais du coup ne pas refléter une réalité en tout cas tangible au niveau du corps. C'est ce rapport un petit peu compliqué entre le ressenti de la personne, ce qu'elle exprime, et les examens qui peuvent être faits, ou pas faits, je l'accorde, qui peut être complexe effectivement. Souvent, la première période après la rencontre avec la maladie est une phase plus ou moins longue de déni. S'il recule souvent la date du diagnostic, il a malgré tout d'autres avantages. En effet, la construction d'un récit alternatif s'avère parfois un surprenant atout. En dissociant la maladie du corps du patient, le déni de maladie peut diminuer la culpabilité, l'anxiété et favoriser une posture positive face au cancer. Si le corps n'est pas malade, il peut mieux se défendre face à une attaque vécue comme exogène. Elle arrive à passer outre la douleur, tellement qu'elle a souffert dans sa vie, dans son enfance. Eh bien, elle ne sent pas vraiment la douleur. Elle arrive à se détacher, à se dissocier de la douleur. Ah, c'est quelque chose à vivre. Hein. Ça m'a surpris parce que face à la maladie, elle a été vachement... Elle a eu un recul pas possible. Enfin, elle n'a pas eu la peur déjà qu'on aurait eu nous. Je ne supportais pas le cancer, la leucémie, je ne pouvais pas. Donc avec elle, on avait un code, on parlait des intrus. Avec ce mot-là, donc intrus, je savais qu'elle avait bien compris. Donc je me suis dit, écoute, ta guerre contre les intrus là, qui t'ont envahi, on va tous s'y mettre et on va avoir cette maladie, et voilà. Et tout d'un coup, moi j'ai commencé à j'ai commencé à avoir des bestioles qui commençaient à m'attaquer. Ils étaient venus dans mon corps. C'était des petites bestioles qui sont venues pas me bouffer le sang, mais m'attaquer les cellules. Et c'est pour ça que je suis arrivée du stage. Et c'est à ce moment-là que les bestioles ont commencé à m'attaquer. Elle était beaucoup plus combative et beaucoup plus, à la fois plus combative et plus distante.
Je me souviens à l'oncopole quand, vraiment sur les premiers jours, au moment vraiment de son hospitalisation, elle avait un soin extrêmement douloureux au niveau du sternum. Et je la revois être focalisée sur un dessin animé qui passait à la télé. Elle commentait le dessin animé au moment où justement les médecins faisaient une ponction sternale qui est visiblement un examen douloureux. C'est quelqu'un de solide. Pour avoir résisté à ce qu'elle a vécu petite, c'est quelqu'un de très très solide, Nathalie. Sinon, elle l'aurait pas vécu. Et le fait de se dissocier, c'est ce qui la sauve, quoi. C'est ce qui l'a sauvée petite et c'est... Ouais. Face au cancer, le corps reprend corps. Il développe des mécanismes de survie surprenants, tant au niveau physique que psychique. Mieux, cette maladie, parce qu'elle nous concerne tous, favorise l'empathie chez les proches. Le lien est alors plus nourri, et les symptômes psychiques peuvent alors sembler régresser. Pour Nathalie, le cancer a coïncidé avec une période d'accalmie des plaintes somatiques. Chez les personnes atteintes de troubles psychiatriques, la capacité à surmonter des protocoles lourds et douloureux semble supérieure à la normale. Les patients sont plus coopératifs, plus déterminés et, paradoxalement, moins angoissés que la moyenne. Ils sont amenés à côtoyer le milieu hospitalier. Donc, cancer, un peu plus grave, pas plus grave, finalement, c'est peut-être quelques effets secondaires, mais je pense que c'est perçu comme ça aussi dans le flot d'examens médicaux qui sont assez nombreux. Ouais. Quand le cancer n'était pas déclaré, ces plaintes qui pouvaient venir assez régulièrement. Et notre surprise, en fait, de constater qu'une fois que le cancer était déclaré et qu'elle avait des traitements objectivement très lourds à encaisser, en fait, mais le fait qu'elle ne se plaignait plus ou très peu. Ils ont une approche de la maladie, de la mort qui est très très différente de la nôtre, quoi. Vraiment, il y a une espèce de, je sais pas, une espèce de détachement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en tiennent pas compte, mais la vie continue, quoi. Vraiment, il n'y a pas d'apitoiement, de dire oh, ma pauvre, pas du tout, quoi. Mais face à la maladie, chacun réagit à sa manière, et il est impossible de tirer des conclusions générales. Tandis que Nathalie affrontait une leucémie, Manu, lui aussi résident de La Passerelle, faisait face à un cancer du poumon qui s'est finalement généralisé. Il n'y survivra pas, mais face à la gravité du diagnostic, il a lui aussi fait preuve de ressources inattendues. Chez lui, aucun déni, mais une résilience surprenante qui lui permettra de vivre une fin de vie empreinte de sérénité. Je pense qu'il y a vraiment une grande variété de réactions possibles. Effectivement, pour avoir eu quand même de très nombreuses discussions avec Manu là-dessus, il était très au clair. Il disait mais je sais que je vais mourir. Et il l'abordait de façon sereine, moi je trouvais. Il était au clair avec ça. Il voulait justement vivre le plus tranquillement, le plus sereinement possible jusqu'au bout, parce qu'il se voyait diminuer, il se savait difficilement guérissable, disons-le comme ça. Et donc du coup, il l'abordait avec une certaine... c'est même pas distance, avec un certain apaisement, j'ai envie de dire. Si les personnes atteintes de troubles psychiatriques sont plus souvent touchées par le cancer, elles ne semblent pas pour autant plus vulnérables. Les dispositifs de survie psychique mis en place au cours de leur vie peuvent être source d'apprentissage pour tous. Construction d'un récit alternatif, résilience, dissociation, ressemblent moins ici à des dysfonctionnements qu'à des outils complexes favorables à la survie dans le combat face à la maladie. Plus d'un tiers des malades guérissent du cancer. Pourtant, il est très difficile de prévoir les chances d'évolution de la maladie chez un individu spécifique. La ressource psychique semble toujours déterminante. De l'avis de nombreux spécialistes, le décalage réside avant tout dans l'accompagnement. Famille, proches, aidants, accompagnants médicaux et sociaux, la lutte contre la maladie est une épreuve collective. Plus le malade est soutenu, plus les chances de guérison augmentent. Chez les personnes atteintes de troubles psychiatriques, l'accompagnement est souvent déficient. Les familles déjà sollicitées pour la maladie psychique n'ont pas toujours les ressources pour accompagner le patient sereinement. Le médecin nous l'avait dit à l'annonce de la maladie. Il nous avait dit que le traitement était, je ne sais plus trop les pourcentages, mais que l'accompagnement et des personnes, c'était 80% du boulot, quoi. Quand Amélie a appelé l'autre jour, elle était angoissée parce que Amélie, je lui ai dit, et Amélie lui a dit
Il faut pas t'angoisser comme ça, Babette. Votre fille, elle va être entre de bonnes mains. Et Babette, elle a compris. Parce qu'elle a failli pleurer. Pas de moi, mais de ma maladie. Parce que quand même, c'est fort probable que ça peut lui arriver à elle aussi. Certaines collègues le vivaient par exemple à la maison ou l'avaient vécu, ça leur remontait des choses. Et du coup, les comportements qu'elles avaient, on les comprenait peut-être pas spécialement sur le moment. Pourquoi certains étaient plus dans l'apathie, pourquoi certains étaient plus dans la plainte, pourquoi certains s'occupaient moins de Manu parce que c'était peut-être difficile pour elles. Certains étaient trop dans l'aide et qui faisaient tout pour Manu, tous ses petits soins, presque plus lui laisser d'autonomie en fait, et presque plus le laisser vivre sa vie. Et d'autres au contraire étaient plus dans le recul parce que la maladie fait peur et du coup voilà. Ce qui me paraît important, c'est le fait que entre la psychiatrie et le domaine somatique, parmi les professionnels, il existe une stigmatisation. Il y a des professionnels de santé qui ne sont pas évidemment dans le domaine de la psychiatrie, qui ne comprennent pas les patients, qui les stigmatisent. Et donc ça aussi, ça renvoie les patients dans leur propre pensée, dans leurs propres émotions, et ça ne facilite pas leur compliance aux soins somatiques. Le corps médical, quant à lui, est alors doublement sollicité et la séparation de l'accompagnement psychique et médical peut poser problème. En cancérologie, on est souvent peu ou pas formé à la maladie psychique, tandis que dans les centres d'accompagnement psychiatrique, on déplore un manque de connaissances face à des protocoles aussi lourds médicalement. Je n'ai pas le souvenir qu'ils nous ont appelés une seule fois pour avoir des conseils comment se comporter avec Nathalie. Nous, on les connaît, nos résidents, donc on aurait eu des astuces, des petits conseils, de dire ou vous lui parlez de ça parce que ça elle aime bien, ou voilà, ou vous lui dites que dans une semaine elle verra sa sœur, du coup ça va lui remonter le moral. Toutes ces petites choses auraient fait que peut-être il y aurait eu un lien en fait, on aurait senti qu'on était des partenaires en fait. Elle a combattu son cancer toute seule, avec nous à côté, mais tous ses partenaires pas ensemble quoi. La transmission des informations entre médical, famille, personnel éducatif est déficiente et difficile. Pourtant, elle est fondamentale. Mieux l'information médicale circule, meilleur sera l'accompagnement psychique. D'autre part, une transmission des informations d'ordre psychiatrique au corps médical améliorera la prise en charge physiologique. Le cancer est une maladie du corps, mais face à laquelle la santé de l'esprit est un paramètre fondamental. Peut vraiment favoriser, c'est l'échange d'informations et le respect des connaissances des uns ou des autres dans leur domaine. C'est-à-dire que nous, on connaît Nathalie sur l'aspect de sa vie de tous les jours. Voilà, et ça, qu'on puisse se comprendre entre les différents intervenants, parce qu'on n'est vraiment pas dans des champs identiques, quoi. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, le cœur du truc, et je pense qu'on pourrait encore plus le développer, quoi. Effectivement, on se rend compte qu'effectivement, côté hôpital, soins, ils sont hyper compétents dans la maladie cancer, mais peut-être moins habitués, ils ont moins d'habileté pour accompagner les personnes avec ces particularités. De notre côté, on est plus à l'aise pour l'accompagnement classique, et dès qu'il s'agit du soin, on est un petit peu paniqué, disons-le simplement. Clairement, on n'est pas du tout formé à ça. On n'est pas du tout, mais même pas du tout préparé. Et comme tout à chacun, on vit le mot cancer comme une espèce de couperet finalement. Où la notion de diagnostic un peu grave qui est posée, on ne connaît pas les différents niveaux de cancer, on ne connaît pas les différents stades de cancer, entre un lymphome, entre un cancer du sang, un cancer du poumon avec métastasé comme Manu, on ne sait pas clairement. Donc voilà, on réagit de manière un petit peu empathique, mais telle que tout à chacun pourrait le faire. Effectivement, si on était peut-être préparé ou... Peut-être, je ne sais pas, si on réagirait mieux, peut-être le fait qu'on ne soit pas préparé, on réagit de manière spontanée avec nos tripes aussi, donc pourquoi pas, ça fait aussi cette relation qui a continué à s'installer. En réalité, cancer et troubles psychiatriques se répondent l'un l'autre. La maladie psychique, souvent corrélée aux addictions, favorise des conduites à risque. Le cancer, par sa symbolique et son renvoi à la question du deuil, peut alors à son tour déclencher ou révéler des troubles psychiques chez le malade et son entourage. Parce que cette maladie fait référence à un imaginaire spécifique, l'information devrait peut-être également faire l'objet d'une réflexion particulière.
L'annonce de la maladie, sa prévention, doit-elle se faire de manière spécifique? Un accompagnement psychique doit-il être toujours prévu pour les patients, voire même pour leur entourage? Si la dialectique cancer et troubles psychiatriques peut sembler décourageante, elle induit en miroir la possibilité d'un cercle vertueux. Le soin apporté au psychisme du malade favorise la guérison et l'affrontement de la maladie peut amener le patient à mieux appréhender son univers affectif propre. Enfin, pour cette maladie, emblématique plus que pour toute autre, la question du lien semble fondamentale. Il favorise la guérison et la maladie peut le favoriser en retour. Or, la qualité des liens semble être une des clés liant maladie mentale et addiction qui sont si déterminantes dans l'apparition de la maladie. Les éducateurs, ils donnaient des nouvelles aux résidents parce qu'il y avait des résidents qui s'inquiétaient de moi. Et quand je les avais au téléphone, ça me réconfortait. Pour elle, ça ne lui disait rien, le cancer, tout ça. Elle, dès lors qu'elle parle à quelqu'un, qu'on y fait attention à elle, elle est contente, quoi. Puis elle a eu sa tablette. Alors ça a été un événement, sa tablette. Parce qu'elle communiquait très bien avec sa tablette. Elle parle, elle répond. Il faut la voir, quoi. Il faut la vivre. Nathalie, elle se vit, quoi. Bonjour Nathalie, comment ça va? Et tu te dis, sois guérie le plus tôt possible et tu reviens bientôt. Et gros bisous. Je rappelle du foyer, tu me manques très fort. Tu reviens très bientôt en 2021. Coucou Nathalie, je te fais de gros bisous ma belle. Je te dis bon courage surtout et j'espère vite te revoir. J'essaierai de venir te voir aussi là-bas à Toulouse. Mais en attendant, je t'envoie plein de gros bisous. Gros bisous ma belle. On passe fort à vous. En 1978, Bruce Alexander, un psychologue canadien, mène une expérience historique sur l'addiction. Il démontre que la consommation de stupéfiants mise à disposition librement chez la souris est bien moindre lorsqu'elle est mise en lien en communauté que lorsqu'elle est isolée. D'après cette expérience, l'environnement social joue un rôle prédominant dans la mise en place de pratiques addictives favorables au cancer. Quant à son traitement, il est lui aussi largement influencé par la qualité de l'accompagnement du malade. On sait très bien que la solitude est liée à toutes ces addictions. La plupart des personnes qui ont les addictions extrêmes chez nous sont seules. Pas de famille, pas d'amis, personne, et ils se retrouvent tout seuls chez eux. Oui, mais c'est surtout être tout seul, quoi. Quand tu vois des copains, c'est pas pareil, hein. C'est différent. Ouais, parce que tu dialogues, tu parles un peu plus, donc du coup tu penses pas trop aux jeux vidéo par exemple. Le mieux c'est être une bande de célibataires et pour plus bouger, plus faire autre chose. Bon, on a parlé beaucoup et du coup ça m'a fait du bien, moi ça m'a fait du bien parce que je voyais personne, la semaine, le week-end je vois personne quoi. Le fait d'en parler ça m'a débloqué un peu le ventre. Et j'ai arrêté la drogue, le cannabis j'ai arrêté. Ça fait 5 ans que j'ai arrêté le cannabis. Il n'est donc pas étonnant que les questions liées à la distance du lien social médical reviennent souvent dans l'étude du cancer. Le fait d'habiter en milieu rural ou en milieu urbain, plus proche du lieu de soins, semble être fondamental dans l'issue de la maladie. Lors de son séjour en service oncologique, le malade est moins souvent visité s'il vit en milieu rural. Pourtant, cette donnée peut ouvrir de nouvelles pistes quant à l'accompagnement des malades. L'oncopole le plus proche est à presque 200 km du foyer La Passerelle. Pour pallier la distance et mettre en place un accompagnement efficace, l'équipe utilise des outils numériques qui s'avèrent déterminants et très positifs pour Nathalie. J'ai demandé à ma tutrice de verser de l'argent pour m'acheter une tablette. Donc la tablette, elle l'a achetée, il me l'a offert à l'hôpital. Et il m'a mis un WhatsApp et tout d'un coup il m'a mis le numéro de Amélie, de Sandrine, de Bruno. Clairement, il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur l'absence de Nathalie parce qu'ils ont compris qu'il se passait quelque chose de grave. Et donc, il y avait cette inquiétude. Ils demandaient très régulièrement des nouvelles, qu'on donnait autant que possible. Et les visios leur permettaient de constater, en fait, de voir que Nathalie était toujours là, elle pouvait échanger, elle a toujours échangé par rapport à tout ça. Donc je pense que du coup, leur inquiétude qui était réelle et qui se manifestait a pu être rassurée de cette façon-là. Le lien a donc toute son importance pour favoriser une rémission et paraît tout aussi essentiel lorsque la maladie est trop avancée pour guérir. Lorsque Manu a atteint un stade avancé de la maladie, la question de son accompagnement s'est posée. Jusqu'où le foyer d'accueil pouvait l'accompagner, alors que le protocole médical devenait de plus en plus lourd. Pourtant, c'est là que réside sa famille de cœur, mais sa compagne d'alors, Chantal, ne peut le visiter ni à l'hôpital, ni au foyer d'accueil.
la création d'un troisième espace qui favoriserait autant l'accompagnement médical que psychique et qui serait davantage orienté sur la qualité des liens en fin de vie ne serait-elle pas l'option la plus adaptée ? Toutes les conditions n'ont pas été réunies pour le confort de Manu dans sa toute fin de vie. C'est vrai que ça reste un établissement assez bruyant. Peut-être privilégier quelque chose de plus confortable en fait. Aménager plus du temps d'intimité. La notion de couple n'est pas reconnue dans le projet institutionnel de Camille Miret. Donc effectivement, quand Chantal venait ici, c'était pas évident de les faire dormir dans la même chambre. Vous voyez, enfin c'est cette notion d'intimité de couple, d'intimité de vie, d'intimité personnelle aussi peut-être pourrait être pensée un peu plus, et surtout dans le cadre d'une maladie et d'une maladie en phase terminale, j'ai envie de dire. Et pour ce qui est de l'intimité et éventuellement de la sexualité, je crois que notre culture a l'art d'occulter les problèmes qu'on n'a pas envie de voir. Et l'expérience montre qu'effectivement, pour les patients porteurs de pathologies psychiatriques, il faut faire fi de ces préjugés. On n'est pas à juger ou à ne pas voir ce qui saute aux yeux. On leur doit la possibilité d'aborder des sujets qui sont quand même des sujets très intimes, très particulier. Il faut en fait écouter le résident parce que c'est lui qui sait, c'est lui qui vit, c'est lui qui est au cœur de la maladie en fait. C'est sa vie, c'est pas la nôtre. Nous on peut que l'aider s'il a envie d'être aidé, on peut que l'écouter s'il a envie d'être écouté et en fait c'est lui qui nous donne les pistes du travail qu'on a à faire. Il y a clairement un manque, en tout cas, nous, ce qu'on a vécu, c'est clairement le manque de cet espace-là qui n'existait pas pour que justement cette période-là puisse se faire avec justement les deux côtés, et le côté affectif et le côté soignant. Et notre difficulté a été de constater que, n'existant pas, c'était comme un choix à faire entre privilégier la sphère affective, disons-le simplement, ou la sphère médicale. Donc c'est un petit peu caricatural de parler comme ça, parce que quand même, il y avait quand même du soin ici, et il y avait aussi de l'affectif ailleurs. Donc. Mais en tout cas, effectivement, si un autre espace avait été possible, clairement, je pense que ça aurait permis que les choses se fassent peut-être plus sereinement, je pense. Dans la mise en place de structures et d'accompagnement adaptés face au cancer, l'étude des situations de troubles psychiatriques est riche en apprentissage. Ici, la question du lien y est d'autant plus sensible qu'elle semble révéler des enjeux généralisables à toute la population. La maladie, relevant d'un imaginaire qui peut sembler désespéré, a été pour Nathalie, Manu et leurs proches un moment particulier dans lequel des espaces de vie et de paix ont existé et dans lequel, contre toute attente, des liens forts ont pu naître. Mais il y avait aussi beaucoup de choses sympas comme ça, où ça a pu aussi générer des temps particuliers d'accompagnement, de balade en voiture, parce qu'à un moment donné, il avait envie de prendre l'air. Ça favorisait aussi quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de nouveau, de plus créatif aussi dans nos accompagnements, pour s'adapter un petit peu à la situation et pour pouvoir créer des espaces un peu plus légers. Dans leur quotidien qui était quand même assez plombé, on est d'accord, mais du coup ça nous a permis aller boire un café, aller faire une balade, aller téléphoner à quelqu'un, rendre une visite, une petite chose comme ça toute simple, mais qui venait un petit peu alléger la situation, et nous aussi dans les accompagnements se rendre compte que cette légèreté était absolument nécessaire à tout point de vue et pour tout le monde. Depuis un matin au réveil, c'est presque rien mais c'est là. Ça vous émerveille au creux des reins. La joie de vivre